J'ai été invité pour parler d'un thème qui s'appelle, que j'avais moi-même suggéré, l'étranger comme étant une Robinsonade malheureuse. Le mythe de Robinson, c'est un mythe qui me fascine depuis l'enfance. Je l'ai découvert très tôt, je pense à l'âge de 10 ans. J'ai lu ce roman magnifique de Daniel Defoe sur Robinson Crusoe, que vous connaissez tous. Au fil des années, j'avais compris que Robinson était le cas, était l'illustration d'un mythe fondamental de l'humanité. C'est le mythe de la rencontre avec l'autre. Et à mes yeux, beaucoup de grands récits, beaucoup de grands mythes se déclinent comme Robinsonade. Robinson n'est pas né avec Daniel Defoe, il est né bien avant, avec, entre autres, un philosophe andalou qui s'appelle Ibn Tufayl, qui était arabe, qui avait réécrit surtout, une fable magnifique qui s'appelle Hayy ibn Yaqdan, traduit en français « Le vivant, fils du vigilant ». Et c'était une des premières formules de la Robinsonade, mettre un homme dans une île déserte et voir comment il s'en sort, comment il peut découvrir Dieu ou bien reconstruire la civilisation. Ibn Tufayl, avec Avicenne, un autre philosophe musulman de l'époque, mystique, était fasciné par le rapport vertical. Ils ont fondé ce que les philosophes du Moyen-Âge ont appelé le philosophe autodidacte, c'est-à-dire un homme perdu dans une île et comment il va reconstruire la foi et le système philosophique de sa religion. C'est pour ça qu'il s'appelle le vivant fils du vigilant. C'est quelqu'un qui reconstruit une philosophie. Donc, écrit par Avicenne, repris dans le patrimoine de la mythologie hindoue, réécrit par Ibn Tufayl et puis réécrit encore par Daniel Defoe. Le mythe n'est pas mort. Je pense qu'à chaque moment, des civilisations s'interrogent sur leur rôle et finissent par réécrire la Robinsonade. Un siècle plus tard, un autre écrivain a réécrit aussi la Robinsonade. Je pense que vous le connaissez, c'est Michel Tournier, qui a écrit un magnifique roman qui s'appelle « Vendredi ou les limbes du Pacifique ». Donc c'est un mythe qui me fascine pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'il pose la question de la condition humaine face à l'autre. Qu'est-ce que je dois faire quand je rencontre l'autre? Et à mes yeux, cette confrontation ou cette rencontre se décline sous plusieurs formules. J'avais remarqué que quand on rencontre l'autre, on peut le tuer et l'enterrer. Ça s'appelle Abel et son frère. On peut rencontrer l'autre et essayer de le convertir. Ça s'appelle Robinson Crusoe. Et aussi, on peut rencontrer l'autre et le tuer. Ça s'appelle L'étranger de Camus. Et j'ai été fasciné par cette perspective de la Robinsonade dans L'étranger de Camus. On y retrouve, à mon sens, des signaux très forts d'une réécriture d'un mythe ancien de l'humanité. D'abord, Meursault tue un arabe. C'est comme Vendredi. Si on dit arabe, on n'a pas son prénom. Donc on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il a une âme ou s'il n'a pas d'âme. Si vous vous rappelez, Robinson a hésité face à l'autre. Il ne savait pas s'il avait une âme ou s'il avait une âme d'animal. Donc il l'a appelé Vendredi, c'est-à-dire c'est un jour de semaine. Meursault appelle l'autre l'arabe. C'est à peu près la même chose. Ce n'est pas un jour de semaine, c'est une race, c'est une ethnie, c'est une culture, c'est l'autre. Ça m'avait frappé. Le deuxième point, la rencontre se fait sur une plage, comme dans l'espace de l'île, l'espace insulaire. Robinson se promène avec une arme et il rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas, et il le tue. Robinson Crusoe a fait la même chose. Il ne l'a pas tué, mais il a tué sa différence. Il l'a obligé à se convertir à la civilisation et aux croyances religieuses. Et ça m'avait frappé aussi cette similitude entre les deux. Dans la Robinsonade classique, il y a donc l'espace, c'est l'île ou la plage, et il y a la découverte de l'île. C'est un des chapitres importants dans la Robinsonade. On fait naufrage, on se retrouve dans une île inconnue et on commence à la découvrir. Meursault fait la même chose. Il descend, il regarde à travers le balcon, il voit des gens qui passent, il se promène, il va enterrer sa mère et il marche dans la broussaille, il marche sous la chaleur. Et j'ai été frappé aussi par cette similitude. L'un découvre l'île et donne des noms à sa géographie, l'autre découvre aussi l'île mentale où il habite. Le Hadjout, c'est-à-dire là où sa mère a été enterrée, je parle de Meursault. Et après, c'est la ville. C'est assez frappant comme similitude. Troisième point, l'ermitage, c'est-à-dire
la position de solitude. Robinson est seul sur une île. Meursault aussi. Il est seul sur une île. Il est dans une position de reclus. Il est en retrait par rapport à la vie sociale. Il essaie de rencontrer les gens, mais il ne le rencontre pas. Quatrième point qui m'avait frappé à l'époque, c'est la faune et la flore de l'île. Robinson commence par prendre l'île et essayer de découvrir quels sont ces animaux, quelles sont ces plantes, ces arbres, essayer de déchiffrer, de donner des noms aussi. C'est un des paradoxes de l'homme blanc face à l'autre. Il donne des noms à beaucoup de choses, mais il enlève le nom à l'homme. Le noir s'appelle le noir, l'arabe s'appelle l'arabe, vendredi s'appelle vendredi. Par contre, il y a beaucoup de détails sur les insectes, sur l'espace, sur les espèces de plantes, etc. C'est assez frappant ce désir de répertorier le monde en effaçant l'homme. C'est assez fascinant. On donne des noms à tout et on enlève le nom à l'homme. C'est pour mieux l'effacer, pour mieux le nier. Donc j'ai été frappé aussi par cette faune. Dans la Robinsonade, il existe 3 acteurs. On parle souvent de Robinson, parce que c'est le héros. C'est celui qui transforme le naufrage en roman, alors que le naufrage de vendredi est un fait divers. Parce que l'un a la civilisation, l'autre, il est supposé ne pas avoir de civilisation. Il y a un 3e personnage, donc il y a Robinson, il y a vendredi. On en parle toujours, on oublie le 3e, qui pour moi est fascinant, c'est le perroquet. Celui qui dit une phrase, « Paul Robinson, where are you ?» qui, à mes yeux, est un personnage fascinant. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il est possible de raconter une vie avec 5 mots pour essayer d'expérimenter les limites du langage par rapport au désir de raconter. J'ai écrit une histoire que je n'ai pas publiée qui s'appelle « Le perroquet Molière », c'est-à-dire quelqu'un qui est confronté aux limites de son vocabulaire pour essayer de raconter le monde. Pour Robinson, c'est le perroquet qui parle, qui utilise 5 mots. Et j'ai été frappé par la similitude avec les pays, les animaux et les personnes qui habitent l'immeuble de Meursault. Vous vous rappelez, l'homme qui a un chien, qui répète toujours la même chose, qui est totalement isolé dans un espace clos, qui est dans un espace autiste. C'est le perroquet de Robinson, qui maintenant est un vieillard avec un chien. C'est assez frappant cette similitude. Il faut 3 acteurs. Le perroquet, pour moi, symbolise les limites et le désastre, et l'impossibilité de rencontrer l'autre. C'est le reflet de Robinson. Il est enfermé dans 5 mots. Il va raconter le monde, etc. Mais au fond, il est comme le perroquet. Il raconte le monde en 5 mots. C'est une limite du langage. Le langage pose tout à la fois la possibilité de raconter, mais aussi de nier. La culture est un protocole de reconnaissance et de rencontre, mais c'est aussi un système de déni. La culture permet de rencontrer l'autre, mais permet surtout de le nier. J'ai été fasciné par ce personnage du perroquet, quelqu'un qui dit 5 mots dans le roman qu'on oublie, que tout le monde oublie d'ailleurs. Peut-être qu'un jour je vais écrire Robinson vu par le perroquet. Alors, et puis on a les 2 dernières topiques qui sont fascinantes aussi, c'est la rencontre, parce qu'il n'y a pas de Robinsonade sans rencontre. Robinson serait peut-être mort d'ennui sur son île s'il n'avait pas rencontré l'autre. Et Meursault aurait été un petit pied noir qui aurait quitté l'Algérie s'il n'avait pas tué l'Arabe. L'autre est tout à la fois nécessaire pour la vie, mais aussi pour le récit. Donc la rencontre est importante. Abel tue son frère parce qu'il l'a rencontré. Meursault tue l'Arabe parce qu'il l'a rencontré. Robinson tue vendredi en le convertissant parce qu'il l'a rencontré. La rencontre est essentielle. Et c'est ce qui fait que le mythe de la Robinsonade se décline différemment. Il commence par un naufrage, une reconnaissance, et puis par une rencontre. Et au-delà de la rencontre, chacun trouve une issue. Michel Tournier a apporté une variante à la rencontre. Dans les Vendredis ou les Limbes du Pacifique, Robinson prend son fusil, il va essayer de tuer Vendredi, parce qu'il se dit, si je le laisse vivant, ses compatriotes vont essayer de le pourchasser, ils vont me découvrir, ils vont me tuer. Le problème, c'est qu'au moment de tirer, il glisse, il le rate. Il tue les poursuivants, il ne tue pas Vendredi. La rencontre est immorale, elle n'est pas éthique, elle est basée sur un malentendu profond. D'abord, il a voulu le tuer, il n'a pas voulu le sauver. C'est toute la différence fondamentale entre Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier et Robinson Crusoe.
les modes de rencontre sont différents. Dans Meursault contre enquête, il le tue. Il ne le rate pas d'ailleurs. La dernière topique, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'autre. Abel enterre son frère, ou le contraire. Vendredi est converti, donc il est tué. Et dans Meursault, il est totalement effacé. Ça se résout toujours avec une fausse survivance. Celui qui survit à la Robinsonade ne survit pas. Parce qu'il a tué l'autre, il a tué la possibilité de rencontrer, de vivre son humanité. Les Robinsonades finissent toujours mal, malheureusement. C'est-à-dire, on n'arrive pas à partager l'île, on n'arrive pas à cohabiter, et on n'arrive pas à changer l'angle de la vision. Est-ce qu'il est possible qu'un vendredi ait pu écrire dans sa tradition, dans sa langue, Robinson Crusoe, par exemple? Comment le verrait-il? Comment peut-il le concevoir? C'est le fantasme de Michel Tournier. Il disait que la Robinsonade est fondamentalement impossible parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas écrit la Robinsonade vue par Vendredi. Donc tout ça pour vous dire que j'ai été fasciné par ce mythe et que c'était pour moi une façon, quand j'ai écrit ce roman, une façon de reprendre la Robinsonade et de la raconter de l'autre point de vue. Ceci dit, quand je réfléchis, je ne suis pas intelligent. Donc si je vous raconte tout ça maintenant, ne croyez pas que j'avais une construction très précise dans ma tête en l'écrivant. J'ai écrit un roman et c'est par la suite que j'ai découvert qu'il s'articulait plus ou moins sur un protocole ou un monde. Donc c'est un roman facile, vous pouvez le lire avec plaisir au cas où. Alors, ce roman n'est pas une réponse à l'étranger parce que j'ai voulu dès le début évacuer ce malentendu. Je ne suis pas un camusien. Je ne suis pas quelqu'un qui tourne autour d'Albert Camus. Je pense qu'il y a beaucoup trop de camusiens. Et ils font leur métier beaucoup mieux que moi. Par contre, j'ai estimé que parce que je suis algérien, que parce que je suis né longtemps après la guerre d'indépendance en Algérie, que parce que j'ai un amour fou pour la langue française aussi, et pour la littérature en général, cela me donnait une sorte de légitimité ludique. C'est-à-dire cette possibilité de reprendre un chef-d'œuvre et de le réécrire à ma façon. Quand le roman est paru en Algérie en novembre 2013, il y a eu dès le début un malentendu. Certains, parce qu'ils savent que je suis journaliste très virulent, m'ont répondu, m'ont envoyé des messages en disant « C'est parfait, félicitations, vous avez rendu une gifle à Albert Camus ». Alors ce n'était pas le cas. C'était un roman qui essayait de sortir du cercle franco-algérien. Non pas dans le déni de l'histoire, mais pour essayer de sortir de l'histoire, justement. Donc le roman est parti sur un malentendu algérien. En 2014, il est acheté par Actes Sud et il a été publié en mai. En mai, généralement, pour ceux qui connaissent un petit peu l'industrie du livre en France, c'est une saison, enfin, c'est pas la bonne période pour sortir un livre. Vous avez un délai de survie d'un mois, à peu près, parce qu'après, c'est les vacances, et puis c'est la rentrée littéraire, et vous êtes mort. Donc, moi, je me suis dit, ça ne fait rien, donc on va le publier juste pour marquer le coup. Donc, mais je ne pensais pas que le roman allait avoir un écho aussi immense en France. Et dès le début, j'avais peur de la réception française, autant que j'avais peur de la réception algérienne. Pourquoi? Parce que nous sommes deux pays marqués par l'histoire et le poids de l'histoire, par le crime colonial, et par la suite. Et donc, je me suis dit, un Algérien qui écrit en français sur Albert Camus, c'est tout préparé pour une polémique médiatique sur la repentance, la mémoire, l'Algérie, la France, etc. Ça n'a pas été le cas. Dès les premiers articles dans Le Monde ou dans d'autres journaux, j'ai été agréablement surpris. Les gens n'ont pas lu un essai détourné, n'ont pas lu une réponse à Albert Camus, ils ont lu un roman de littérature. Et je pense que le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un livre, c'est de le lire avec plaisir. Et donc, c'était plus ou moins une agréable surprise pour moi. Mais il y avait beaucoup d'anecdotes aussi. Pour ceux qui n'ont pas lu le roman, j'explique. Donc, Meursault tue un arabe, et des années plus tard, le frère de l'arabe rencontre quelqu'un dans un bar et il lui explique que le frère mort, c'est le sien. Donc, au début, le narrateur, qui s'appelle Haroun, c'est Aaron à peu près, dans mon roman, est très en colère contre Albert Camus, contre Meursault. Donc c'est quelqu'un qui les violente, qui les agresse, qui répond à leur agression. La deuxième partie du roman est une critique, est une vision très dure sur l'Algérie de maintenant.
mais pas uniquement en Algérie, sur la condition dans le monde dit arabe ou face aux religieux. Et certains lecteurs me disaient, par exemple, en Algérie, que la première partie était magnifique, mais la deuxième était moyenne. Et un jour, j'ai fait une rencontre, une émission de télévision avec un philosophe français, Michael Croth. Il y avait un pied noir. Il m'a dit exactement le contraire. Il m'a dit la première partie est moyenne, mais la deuxième est magnifique. Et c'est pour moi tout l'enfermement dans l'espace algéro-français ou franco-algérien. Deux pays qui n'arrivent pas à lire Camus comme un écrivain. Camus est vu, discuté comme un philosophe, comme un homme qui fait partie d'une époque, mais qu'on n'arrive pas à lire comme un homme capable d'écrire des romans. Parce que quand il y a trop d'histoires, il y a affaiblissement, il y a intolérance vis-à-vis de la fiction. Les régimes totalitaires n'aiment pas les fictions, ils ne les croient pas. Dans les régimes totalitaires, la fiction est un message détourné. L'imaginaire n'a pas la dignité d'une vision. Et dans des pays qui sont marqués par un excès d'histoire, comme l'Algérie et la France, les romans de Camus sont lus comme des artifices. On n'arrive pas à croire aux romans de Camus. On essaie de l'interpréter, de le décoder, de forcer la lecture. On analyse Camus, on ne fantasme pas avec Camus. On ne rêve pas avec Camus. On essaie de comprendre Camus. Et c'est assez frappant. L'imaginaire, est-ce qu'il est impossible dans des pays qui sont marqués par l'histoire ou marqués par des régimes totalitaires? Est-ce que la fiction est tolérée? Rarement. Les totalitarismes produisent des romans d'abord qui sont pédagogiques, réalisme soviétique, ou qui sont trop destinés à illustrer une politique, donc qui s'approchent plus de la propagande. Ça donne des romans que personne ne lit, que disparaissent. La littérature a besoin que l'imaginaire y soit respecté comme quelque chose de fondamental et pas comme un artifice. Donc, tout ça pour vous dire que la réception en France, en Algérie, a été bonne, très bonne d'ailleurs, mais en même temps, ça a provoqué beaucoup de lectures, beaucoup de polémiques et beaucoup d'interprétations et de surinterprétations.